Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire d'un des plus grands auteurs de son temps. C'est l'homme qui a su explorer les profondeurs de l'âme humaine, qui a su faire émerger en nous le meilleur comme le pire. C'est l'écrivain qui a su enseigner des choses sur la psychologie à Nietzsche lui-même. Je vais donc vous raconter l'histoire incroyable de Dostoïevski, qui est d'ailleurs le seul roman qu'il n'ait jamais écrit, c'est-à-dire celui de sa propre vie. Si on se penche sur l'enfance de Dostoïevski, on découvre un parcours qui a largement influencé son œuvre littéraire, marquant d'ailleurs profondément la littérature russe, et même mondiale. Il est né le 11 novembre 1821 à Moscou. Il a grandi dans une petite famille de noblesse russe, où d'ailleurs la rigueur et la dévotion religieuse étaient très présentes. C'est deux traits qui marquent sa vie et aussi son écriture. Son père, Mikhail Andreevitch Dostoïevski, était un médecin militaire extrêmement respecté, un homme dur, mais un érudit et passionné de littérature. Sa mère, Maria Fyodorovna, était une femme très douce et très religieuse qui a réussi à maintenir un foyer malgré des conditions de vie extrêmement difficiles. Dostoïevski a été élevé dans le respect de l'orthodoxie chrétienne. C'est une influence qui joue un rôle majeur dans son travail. Mais sa santé étant extrêmement fragile et son rapport très compliqué avec son père, qu'il a souvent décrit comme un homme étant dur, voire tyrannique, ça n'empêche contribuer à développer chez l'écrivain un sens aigu de la souffrance humaine. C'est un thème qui sera souvent abordé et réabordé dans ses œuvres. Son enfance a été marquée par deux événements déterminants. La mort de sa mère en 1837 et celle de son père en 1839. Ces tragédies, elles sont survenues à une période cruciale de sa vie où non seulement elles ont été influencées et elles ont influencé sa croissance personnelle, mais aussi sa vision du monde et son écriture future. Sa mère, Maria Fyodorovna, était une source d'amour, de tendresse pour Fyodor. Elle apportait un équilibre face à la rigueur de son père. Sa mort, alors que Dostoïevski n'avait que 16 ans, a plongé le jeune homme dans un profond chagrin. C'est une perte qui a renforcé chez lui une sensibilité à la souffrance humaine, un thème qui est d'ailleurs extrêmement encore présent dans ses écrits. Il faut savoir qu'il entretenait une relation avec sa mère qui était extrêmement proche, il l'aimait énormément, ils ont des correspondances qui sont tout simplement magnifiques, il entretenait un rapport extrêmement intime avec elle. C'était une source d'amour vraiment très profonde et son décès, ça a été tout simplement inacceptable pour lui. Ça a été très difficile à accepter parce qu'il savait qu'il allait être voué à un père beaucoup plus dur, malgré le fait qu'il aimait son père. Ses relations étaient beaucoup plus intenses. Et d'ailleurs, la mort de son père 2 ans plus tard, elle est entourée de circonstances qui sont très sombres. D'ailleurs, il se murmure que Mikhail Andreevitch Dostoïevski aurait été tué par ses propres serfs, qui étaient mécontents de la façon dont il les traitait. Et Dostoïevski a porté la culpabilité de cette mort violente toute sa vie. Et il s'est senti extrêmement responsable face à ça. Et en réalité, le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Dostoïevski s'est fait tuer par ses propres serfs, sauf que ses propres serfs qui travaillaient aussi pour l'État, ne pouvaient pas être condamnés, sinon il y allait avoir personne qui allait pouvoir s'occuper des champs. Donc il n'y a pas eu de procès. Et ça, pour lui, c'est très difficile à accepter, parce que son père meurt, malgré les difficultés qu'il a avec lui, et dans la mort de son père, il ne peut pas y avoir de procès, il ne peut pas y avoir de justice. Donc on se doute que ce sont les serfs qui ont tué, les propres serfs de son père qui ont tué le père de Fyodor Dostoïevski, mais il reste encore des doutes sur ce sujet qui reste assez complexe pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de procès et que si des serfs devaient être condamnés, ça aurait impacté directement l'État. Et ça, Dostoïevski, il s'en est voulu toute sa vie, il s'en est rongé, parce que pour lui, il a pris comme étant de sa propre faute. C'est-à-dire qu'il a laissé son père se faire tuer par les serfs. Et ça, pour lui, c'est tout simplement inacceptable. Ces deux drames ont nourri chez Dostoïevski une quête constante de spiritualité et de rédemption. Et bizarrement, c'est des thèmes centraux qu'on retrouve constamment dans son œuvre. Ils ont influencé sa capacité à explorer les profondeurs de l'âme humaine, à reconnaître la souffrance comme une part étant incontournable de la vie et à se questionner sans cesse sur la possibilité d'une transcendance morale
et spirituel. Durant son enfance, à ses 10 ans, Dostoïevski aurait assisté à l'agression d'une jeune fille, ce qui aurait profondément marqué son enfance au point d'en faire un thème récurrent dans ses livres. Pour être plus précis, il aurait assisté à un viol d'une jeune fille qui aurait fini par se suicider. Et donc ça a été un événement qui était extrêmement marquant, qu'on retrouve dans ses ouvrages. Par exemple, dans Les Frères Karamazov, qui vivent pourtant dans une famille assez dégénérative où rôde le parricide, s'effraie des récits de torture d'enfants par les parents, qu'ils lisent dans les gazettes. Ça, on le retrouve aussi dans un autre livre de Dostoïevski qui s'appelle Les démons. Il s'avère que l'un des personnages principaux, Stravoglin, a violé une adolescente de 12 ans qui ensuite est allée se pendre. Donc il y a vraiment un lien, mais il lui reste assez de sens moral, ce Stravogin, et il s'en va se confesser chez l'évêque Tikhon. La scène, elle n'est pas représentée dans l'adaptation de la comédie française. Et ça, c'est pas vraiment étonnant, parce qu'elle ne figure pas dans les textes du livre pendant un demi-siècle. Ça a été censuré. Dostoïevski avait livré Les démons en feuilleton, parce que c'est comme ça qu'il livrait ses livres, et le directeur de la revue qui les publiait a refusé par 2 fois les versions de la confession que lui présentait Dostoïevski. Pourquoi? Parce que même en suggérant que Stravogin ne disait que la moitié de la vérité, ce qu'il énonçait n'était pas oubliable. Que fait Dostoïevski? Il préfère contourner l'obstacle et continuer le récit sans la confession qui ne réapparut au final que dans ses papiers en 1922. Donc, qu'elle ait été omise à la comédie française est compréhensible. Néanmoins, André Markovitch, qui est l'un des plus grands traducteurs de Dostoïevski, a renouvelé la traduction de Dostoïevski en français. Et il affirme que c'est la scène géométrique centrale qui structure le texte autour d'un nœud d'angoisse. Qu'est-ce qui est pardonnable? C'est la vraie question. L'absolution est-elle toujours possible? Après tout, l'évêque Tikhon n'est pas obligé de la donner. Et oui. Et ça, c'est la question du pardon. C'est une question qui est essentielle dans les écrits de Dostoïevski. C'est le pardon du Père physiquement parlant, le pardon du Père spirituel de Dieu et le pardon du crime commis. Pouvons-nous pardonner l'impardonnable? C'est ça la vraie question. Et c'est une des questions qui emportera Dostoïevski dans les profondeurs de l'analyse de la condition humaine. Donc cet acte qu'il a vécu avec cette jeune femme, plus la mort de son père, plus la mort de sa mère, ça l'a directement impacté et on le retrouve dans ses écrits plus tard. Donc son père, avant de mourir, était tombé dans l'alcoolisme et ça l'envoie à l'école des ingénieurs militaires à Saint-Pétersbourg, juste avant de mourir en 1838. Et c'est à l'école que Fédor apprend des matières comme les maths et d'ailleurs l'artillerie, mais c'est surtout là que la littérature le captive vraiment. Il se plonge dans des grandes œuvres, des grands auteurs comme notamment Balzac, Corneille, Racine et surtout Pouchkine. D'autres écrivains, comme par exemple Shakespeare, Goethe, Victor Hugo et Schiller, jouent aussi un rôle qui est déterminant dans son désir de devenir écrivain. Mais le jeune Dostoïevski est un élève réservé, il a du mal à s'intégrer à l'école, il est dégoûté par l'attitude matérialiste et carriériste de ses camarades. En 1839, Dostoïevski apprend le décès brutal de son père, qu'on dit torturé, assassiné par les moujiks, donc les serfs, mais son autopsie attribuera sa mort à une crise d'apoplexie. Voilà, c'est ce qu'on dira. Fidèle au mythe d'ailleurs d'Oedipe, cet événement provoque toutefois en l'écrivain de forts sentiments de colère, de la culpabilité et des remords, ce qu'on a vu juste auparavant. Et lui qui a tant de fois imaginé et souhaité ce parricide. En fait, c'est ça tout le paradoxe de Dostoïevski. Et c'est ça qui le fait réellement souffrir. C'est lorsque son père meurt, lui avait très intimement toujours souhaité la mort de son père qu'il ne portait pas en haute estime. Et du coup, lorsque celui-ci meurt, il s'en veut indirectement d'avoir participé à un crime de manière fictive, de manière imaginaire, et qui s'est pourtant réellement produit. Et donc cette dissonance interne entre le fait d'avoir souhaité la mort de son père, que son père meure dans les circonstances que nous avons souhaitées, qui nous fait ressentir une culpabilité énorme. Et donc du coup, l'obsession pathologique que Dostoïevski nourrit pour son père le suivra toute sa vie et marquera son empreinte l'ensemble de sa production littéraire. Et c'est qu'avec le dernier roman, donc Les Frères Karamazov, qui sort en 1880, qu'il parviendra enfin à se libérer de cette espèce de Jung psychologique de son géniteur. Il est nommé sous-lieutenant et entre en 1842 comme dessinateur au département des plans de campagne de la direction du génie à Saint-Pétersbourg. En 1844, alors âgé d'à peine 22 ans, le jeune Dostoïevski publie son tout premier roman, Les pauvres gens, qui connaîtra un succès immédiat.
L'auteur est alors propulsé sur le devant de la scène et évolue dans les milieux mondains de la bourgeoisie russe. Mais son ascension ne durera pas, son attitude abattue et son manque de tenue lui valent de nombreuses railleries et ces deux romans suivants, donc, qui sont Le Double et La Logeuse, ne rencontrent pas de succès, ou du moins pas le succès escompté. Je vous ferai à la fin de cette vidéo un retour sur tous les romans de Dostoïevski ainsi que les critiques qui ont été reçues. D'accord? Juste la petite aparté. Sauf que Dostoïevski va s'engager politiquement et socialement, et cet engagement va le placer dans une situation extrêmement périlleuse qui le bouleversera, qui bouleversera sa vie entière. Vers le milieu du 19e siècle, Dostoïevski se rapproche de cercles intellectuels et révolutionnaires qui remettent en question l'autoritarisme du régime tsariste. Il est particulièrement influencé par les idées du socialisme utopique et participe à des réunions du cercle de Mikhail Petrachevski, qui regroupait des jeunes gens progressistes discutant de littérature, de philosophie et de réformes sociales. Ces activités, elles étaient considérées comme subversives par le gouvernement de Nicolas Ier. Il faut savoir qu'à la base, c'était un cercle d'intellectuels, une forme d'intelligentsia, qui est devenu vraiment un cercle activiste pour démanteler le pouvoir, et ils avaient vraiment des désirs profonds de faire couler ce qu'il y avait de plus profond dans l'État. C'est-à-dire vraiment retourner le pouvoir. Donc ça posait un vrai problème. En 1849, Dostoïevski est arrêté avec d'autres membres du cercle de Petrachevskiens, accusés de conspiration contre le tsar et de propager des idées qui sont révolutionnaires. Cette accusation le suivra toute sa vie. Après des mois d'incarcération dans la forteresse de Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, Dostoïevski et ses co-accusés sont condamnés à mort par un peloton d'exécution. C'est d'ailleurs pendant ce court moment qu'il a passé en prison, c'était environ 4 mois, il a écrit Les rêves d'un homme ridicule, qui est un tout petit roman très accessible et très sympathique, qui d'ailleurs nous invite à nous plonger dans un personnage qui va rêver un monde utopique alors que celui-ci est enfermé en prison. Dostoïevski est donc condamné à mort et le 22 décembre 1849, par un froid glacial, ils sont conduits sur la place de Semenovski à Saint-Pétersbourg pour y être exécutés. Les condamnés sont divisés en 3 groupes et Dostoïevski est dans le premier groupe. Ils sont vêtus d'une chemise de mort et on leur lit leur sentence en fait. Les préparatifs d'exécution avancent, les condamnés sont attachés à des poteaux pour attendre le feu du peloton. C'est à ce moment, alors que les soldats lèvent déjà leurs fusils, que le drame atteint son paroxysme. Un messager arrive en courant, apportant un ordre du tsar, communiant la peine des morts des condamnés en un exil en Sibérie. C'est une mise en scène qui en réalité était orchestrée à l'avance par le tsar et qui était destinée à imprimer une leçon mémorable aux prisonniers, en leur faisant expérimenter la peur ultime de la mort imminente, puis en leur accordant une grâce inattendue. Je vous laisse imaginer ce qu'a pu ressentir Dostoïevski à ce moment-là. Vous êtes attaché à un poteau, vous savez que vous allez mourir, le fusil est pointé contre vous, vous savez que ce sont les derniers instants de votre vie, et au dernier moment, quand le garde va appuyer sur la gâchette et en fait vous allez mourir, eh bien vous êtes gracié pour pouvoir vivre par la suite en Sibérie. Et donc Dostoïevski, évidemment, il y a une pulsion de vie qui se crée ici, sauf que la suite n'est pas forcément plus joyeuse. L'impact de cet événement sur Dostoïevski est immense et indélébile. Déjà, psychologiquement, l'expérience de se tenir au seuil de la mort, puis d'être soudainement ramené à la vie, ça provoque chez lui une sorte de crise spirituelle extrêmement profonde, mais aussi une réévaluation de ses convictions et de sa vision de la mort. C'est une confrontation qui est directe avec la mort et qui éveille en lui une conscience aiguë de la fragilité de la vie, de la valeur inestimable de chaque instant et du potentiel de rédemption inhérent à l'expérience humaine. Il passera par la suite 4 années dans un bagne sibérien à Omsk, suivi de plusieurs années de service militaire obligatoire en Sibérie, une expérience qui transformera à jamais sa vision du monde, de l'humanité et de Dieu. Cette expérience, d'ailleurs, elle est souvent considérée comme un moment de conversion spirituelle pour Dostoïevski, qui va à ce moment-là approfondir par la suite son intérêt pour les thèmes chrétiens, notamment celui de la souffrance, de sacrifice, de rédemption, et son œuvre postérieure reflète encore une fois son obsession de la condition humaine, du bien et du mal, de la liberté
et de la détermination, et surtout de la quête incessante de sens. C'est pendant ce moment qu'il va passer en prison qu'il va plonger dans la psychologie profonde de tous les criminels avec lesquels il vit. Et il va se rendre compte de quelque chose d'assez remarquable, c'est que même derrière chaque acte horrible, chaque personne qui a pu agir de manière horrible, concrètement parlant, eh bien, il se cache une lumière, il se cache un espoir, il se cache quelque chose de bon. Et c'est cette rencontre avec la profondeur de ces plus grands tueurs, de ces plus grands criminels qui étaient dans ce bagne, qui va lui permettre de pouvoir faire une analyse profonde de la psychologie humaine et de vraiment comprendre comment fonctionnent les pires personnes ou les personnes qui sont considérées comme étant les pires de son époque. Le 23 janvier 1854, il est affecté à Semipalatinsk et vit en caserne, fait rarissime. Il acquiert le droit de pouvoir vivre en ville 2 mois après son arrivée. Il fréquente alors les nobles locaux et s'éprend de Maria Dmitrievna, qu'il épouse en 1857 après avoir éliminé sa concurrence. Il faut savoir que Dostoïevski était en concurrence avec d'autres hommes pour pouvoir épouser cette femme et il a réussi à gagner le combat et à prouver et à montrer qu'en fait, c'était avec lui qu'il fallait se marier. Après avoir retrouvé ses privilèges de noble et son droit de publier librement ses ouvrages, Dostoïevski se remet à l'écriture et publie la même année Souvenir de la maison des morts, qui raconte d'ailleurs ses années de bagne, que je vous invite activement à lire. Camus dira qu'il est l'un des plus grands dramaturges de son temps, même si on sait qu'il n'a pas fait de théâtre en tant que tel, mais il faut savoir que Dostoïevski, dans ses tout premiers écrits, lorsqu'il s'est lancé dans l'écriture, eh bien, il s'est lancé dans du théâtre. À la base, c'est des pièces de théâtre qui s'étaient lancées et qu'il avait commencé à écrire. Il s'avère que ça n'a pas tenu et qu'il a préféré faire du roman. Camus disait aussi que Tolstoï est le fleuve tranquille qui coule et Dostoïevski, c'est l'art du coup de théâtre. En 1859, après avoir obtenu sa retraite de l'armée, Dostoïevski fonde avec son frère Mikhaïl une revue nationaliste qui s'appelle Le Temps et qui sera interdite en 1863 à la suite de publication d'un article sur l'insurrection polonaise considérée comme trop contestataire. En 1862, Dostoïevski voyage pour la première fois en Occident. Alors, il voyage à l'étranger, à Berlin, à Dresde, où il décide et il découvre la Madone Sixtine de Raphaël, à Wiesbaden, où il gagne pour la première fois la roulette, et c'est là que le démon du jeu ne le quittera qu'au bout d'une dizaine d'années, à Genève, où il est rejoint par son ami, à Milan, à Venise, à Florence, à Vienne et aussi à Hambourg. Dostoïevski reprend sa carrière littéraire avec une énergie renouvelée. Il publie Les Carnets du sous-sol en 1864 qui marque un tournant dans son œuvre, introduisant des thèmes de lutte intérieure et d'isolement, d'aliénation qui seront développés dans ses romans ultérieurs. Mais Dostoïevski souffre de différents problèmes et l'un des problèmes majeurs, c'est les problèmes d'épilepsie et de grands problèmes financiers dus à son addiction au jeu. Il faut savoir que ces problèmes d'épilepsie ont été extrêmement intenses dans la vie de l'auteur. Ça a été vraiment quelque chose qui l'a marqué profondément et qui le suivra toute sa vie. Tout autant que son addiction au jeu. Et son addiction au jeu, elle n'était pas moindre, c'était vraiment ne plus avoir d'argent, ne plus rien avoir du tout et continuer à jouer. Ça a été extrêmement difficile pour lui. C'était comme s'il avait, comme il disait d'ailleurs, un démon en lui qui le poussait à jouer et qui était plus fort que lui. C'est vraiment là qu'on ressent le pouvoir de la dépendance. Après, avec tout ce qu'il a vécu auparavant, on peut se dire, bon, on comprend qu'il se réfugie dans le jeu un minimum si on fait de la psychologie de comptoir, mais il se passe quand même des choses plus profondes, plus forte qui le pousse à agir à l'encontre de ses propres valeurs. Le problème, c'est que du coup, il livrait souvent ses écrits en avance pour gagner de l'argent rapidement, tellement il était pauvre. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il bradait ses écrits. Il était bien moins payé que Tourgueniev ou que Tolstoï qui détestait. Il faut savoir il a publié certains de ses ouvrages en feuilleton, c'est-à-dire que c'est partait dans des journaux et que c'était livré partie par partie. En 1866, dans un effort désespéré pour résoudre ses problèmes financiers, les créanciers qui le menacent de le faire emprisonner pour dette, il conçoit un plan risqué. Ayant déjà contracté d'importantes dettes et ayant promis à son éditeur Stelovski un roman avant une date limite, sous peine d'ailleurs de perdre les droits d'auteur de ses œuvres précédentes, il engage Anna Snitkina, une jeune sténographe de 20 ans, pour écrire sous dictée le roman Le Joueur, dans un délai extrêmement serré de seulement 1 mois.
la méthode de sténographie utilisée par Anna permet à Dostoïevski de travailler à une vitesse remarquable et ensemble, ils réussissent à terminer le roman dans les temps. Ça, c'est déjà bien parce qu'il est toujours en retard, et préservant ainsi les droits d'auteur de Dostoïevski sur ses œuvres passées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il décide d'entamer la rédaction de son nouveau roman Le Joueur, alors qu'il vient juste de publier les premiers chapitres de Crime et Châtiment dans un journal qui s'appelle Le Messager russe. Donc, il se met un peu dans le jus, Dostoïevski. Leur collaboration professionnelle se transforme rapidement en une relation amoureuse profonde. Anna devient non seulement sa confidente et son soutien émotionnel, mais aussi une partenaire intellectuelle. Elle va aussi manager ses compétences, pour être honnête. Elle l'épouse le 15 février 1867 et ce mariage s'avère être l'un des points forts de sa vie personnelle, lui apportant stabilité, bonheur, malgré les difficultés continues. Il faut savoir qu'avant de se marier avec Anna, du moins de se remarier, il perd sa femme qui décède malheureusement de problèmes de santé et ça va aussi énormément l'impacter, ça va lui faire beaucoup de mal. Ils avaient une relation tous les deux qui était assez conflictuelle, mais ils s'aimaient aussi profondément et c'est à la suite de la mort de sa femme qu'il va épouser cette jeune sténographe. Donc on passe encore des épreuves assez compliquées et ce n'est pas terminé. La vie de Dostoïevski reste compliquée, non seulement pour sa santé qui est fragile, il souffre d'épilepsie depuis toute sa jeunesse, mais par son addiction qui est pathologique au jeu, qui épuise d'ailleurs souvent les finances familiales. La pression de subvenir aux besoins de la famille élargie de Dostoïevski, notamment les descendants de son frère Mikhaïl, exacerbe sa dépendance au jeu. Les voyages en Europe, notamment à Baden-Baden, ce qui est un centre de jeux célèbre à l'époque, sont souvent entrepris dans l'espoir de gagner assez d'argent pour rembourser ses dettes. Il faut savoir que quand on va au casino pour ça, on finit généralement par aggraver sa situation financière plutôt que de l'améliorer. Il faut même savoir que Anna le poussait à aller jouer pour qu'il puisse développer sa créativité. C'est-à-dire qu'à certains moments donnés, il n'arrivait plus à écrire, il n'arrivait plus à avancer. Donc elle lui donnait de l'argent pour qu'il puisse aller jouer. C'est pour vous dire à quel point elle a été d'un énorme soutien dans sa vie, cette femme. C'était tout simplement remarquable. Et en plus de ça, elle en a énormément subi. Elle a énormément subi la précarité financière et surtout Dostoïevski dans les situations dans lesquelles il la mettait. Dans ses correspondances, on voit qu'il dit avoir trouvé des techniques pour gagner à la roulette et toutes ces techniques s'avèrent toujours mauvaises et le font perdre plus d'argent qu'autre chose. Ça peut même lui arriver de gagner beaucoup d'argent et au lieu de partir, de rester jusqu'à ce qu'il perde tout. En réalité, c'était plus fort que lui, quoi. Et en 1871, il y a une anecdote assez remarquable de Dostoïevski où il part à Wiesbaden pour jouer et il n'a plus d'argent. Plus du tout d'argent et il a tout perdu au casino. Et donc, du coup, il demande à sa femme de lui renvoyer des sous pour le voyage. Et donc, elle lui renvoie des sous pour le voyage, il s'en va, très bien, il doit prendre son train, mais son train est annulé et repoussé au lendemain. Donc il retourne dans sa chambre d'hôtel et donc le peu d'argent qui lui reste pour payer son billet de train, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va retourner, il va passer devant le casino. Et il va dire, je vais juste y aller pour jouer dans mon esprit et je ne vais pas jouer physiquement parlant. Donc il s'assoit à la roulette et il s'imagine en train de jouer. C'est-à-dire qu'il mise de manière fictive et imaginaire dans sa tête. Et il gagne à chaque fois. À chaque fois, il gagne. Donc il se sent persuadé que c'est le moment de pouvoir jouer, que c'est peut-être un grand jour pour lui. Évidemment, il joue les derniers sous que sa femme lui a envoyés pour pouvoir rentrer et il perd tout. Il perd absolument tout. Et c'est à ce moment-là qu'il dira que c'est la dernière fois, et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il jouera au jeu, et il annoncera à sa femme que ça y est, le démon du jeu est enfin parti. C'est pour vous dire jusqu'où est-ce qu'il allait et jusqu'où est-ce qu'il est allé. Sa femme lui donnait de l'argent, elle organisait des sommes pour qu'il puisse jouer. C'était vraiment plus qu'une addiction, quoi. C'était vraiment fort. Ensemble, ils ont eu des enfants, et ils en ont eu 4. Sophia en 1868, qui est décédée quelques mois après sa naissance. Voilà. Ils ont eu Lyubia en 1869 qui est également décédé en bas âge et Fyodor 1871 ainsi que Alexei en 1875. La mort de leurs enfants en bas âge a été une source immense de douleur pour le couple, surtout pour Dostoïevski qui était profondément affecté par cette tragédie personnelle. Dostoïevski
Il aimait profondément ses enfants. Il était extrêmement proche d'eux, même s'il travaillait beaucoup, il entretenait des liens qui étaient vraiment très intenses avec ses enfants. Et donc, du coup, de les voir mourir, c'était extrêmement difficile. Surtout qu'ils sont extrêmement voulus parce qu'en 1878, quand Alexei meurt, il meurt d'une crise d'épilepsie qu'il a sûrement hérité de son père. Et ça, pour lui, c'est très difficile à accepter. Malgré ces épreuves, Anna et Fyodor Dostoïevski sont restés dévoués l'un à l'autre. Et Anna est souvent créditée d'avoir sauvé l'écrivain de la ruine financière à plusieurs reprises. Elle a pris des mesures drastiques pour contrôler les finances du couple, éloigner Dostoïevski des tensions du jeu et même publier ses œuvres. Grâce à ces efforts, ils ont réussi à rembourser leurs dettes, à améliorer considérablement leur situation financière et leur qualité de vie. Elle a créé sa propre, pas maison d'édition, elle a créé sa propre édition où elle éditait les livres de son mari. Et ça les a énormément sauvés. En fait, cette femme a tenu la barque énormément. D'ailleurs, il y a un journal qu'elle a écrit où elle raconte toute sa relation avec Dostoïevski que je vous invite activement à lire, qui est tout simplement remarquable. Il peut alors voyager, mais garde un rêve profond, c'est celui d'écrire un chef-d'œuvre. Il faut savoir que c'est un homme qui est extrêmement égocentrique, qui est très difficile à vivre, qui a une estime de lui-même qui est très forte. C'est pas forcément quelqu'un d'agréable en soi. Et du coup, son ego qui est constamment attaqué par ses œuvres qui sont pas à la hauteur, où il a énormément de critiques, il voulait mettre tout le monde d'accord et écrire vraiment un chef-d'œuvre dans sa vie. Dans les mois qui précèdent sa mort, Dostoïevski est pleinement conscient de l'importance de son travail. Sa santé est déjà précaire et continue de se dégrader, exacerbée évidemment par des difficultés financières et son engagement incessant dans l'écriture. Malgré cela, il reste profondément engagé dans des questions spirituelles et sociales de son temps. Il participe activement aux débats intellectuels et offre des lectures publiques de son travail qui rencontre à ce moment-là un immense succès. Il faut savoir que lors de la mort de Pouchkine, il y a eu un colloque où il a intervenu à l'intérieur et justement il avait tendance à lire des écrits, donc soit les siens, soit ceux de Pouchkine ou d'autres auteurs. Et il était extrêmement aimé pour ça, il avait une voix qui était assez particulière, il avait une prestance qui emmener la salle dans son univers et donc du coup ça marchait réellement bien. Malheureusement, Fyodor Dostoïevski meurt le 9 février 1881 à l'âge de 59 ans, laissant derrière lui un héritage littéraire et philosophique monumental. Sa mort est suivie d'un deuil national, des milliers de personnes assistent à ses funérailles. Et donc du coup les frères Karamazov, qui est devenu le dernier roman, est rapidement reconnu comme un testament spirituel philosophique, une œuvre qui continue aujourd'hui d'interpeller, de défier et d'inspirer les lecteurs et penseurs du monde entier, explorant les abîmes de l'âme humaine et la lumière éternelle de la quête de sens. Les frères Karamazov est souvent vu comme une synthèse des préoccupations qui ont traversé toute l'œuvre de Dostoïevski. Et ces synthèses, c'est quoi? Ces questions, c'est quoi? C'est la question de l'existence de Dieu, c'est le problème du mal, c'est la liberté de choix, c'est la recherche de rédemption, le sens de la souffrance. Et ce roman, il met en scène différents personnages qui incarnent diverses philosophies et aussi diverses théologies. Il y a notamment Ivan Karamazov, qui est un intellectuel athée tourmenté par le problème du mal, Alyosha, qui est le mystique et moine orthodoxe, qui symbolise la foi et l'amour inconditionnel, Dimitri, qui est le passionné tiraillé entre ses désirs terrestres et sa quête de spiritualité. Et Dostoïevski a une vie qui était très difficile. Il a écrit le journal d'un écrivain. C'était un journal qui tenait aussi dans le temps. Dans ce journal, il publiait tous ses points de vue, toutes ses idées, toutes ses recherches, voilà, tout ce qu'il touchait profondément et qui était important pour lui. Et toutes ses œuvres ont énormément marqué. Évidemment, on ne peut pas passer sur tous les détails dans cette vidéo, sinon cette vidéo ferait 2 heures. Mais je vous invite à lire la biographie de Dostoïevski qui a été créée par Virgile Tanaz, qui est tout simplement remarquable. Vous allez avoir à l'intérieur comment est-ce qu'il a fondé Crime et Châtiment. Il faut savoir que Crime et Châtiment, ça part aussi de nouvelles. Il s'inspirait de nouvelles de la vie de tous les jours. Et c'est dans ces nouvelles qu'il avait vu le meurtre d'une usurière et la culpabilité de la personne. Il s'était activement engagé là-dedans. Les frères Karamazov qui sont nés, le démon aussi, Les démons, le livre Les démons, qui a été extrêmement controversé parce que son but était de pouvoir faire ressurgir et de montrer les démons chez chaque personne, qu'on avait tous des démons en nous et qu'ils pouvaient s'exprimer. Et donc toutes ces œuvres, Le joueur qui a été
le jeu, enfin voilà, sur son histoire sur le jeu, même si le joueur et l'histoire du joueur reste toujours beaucoup plus, on va dire, light que l'histoire vraiment de Dostoïevski en rapport avec le jeu. L'idiot de Dostoïevski qui est aussi un chef-d'œuvre, l'adolescent, enfin voilà, toutes ces œuvres à l'intérieur qui sont expliquées plus en profondeur. Et ici, vous avez les grandes lignes de sa vie. Vous avez vu qu'il a eu une vie qui est extrêmement compliquée, qu'il a vécu vraiment énormément d'épreuves qui l'ont fait arriver et qui au final l'ont permis de pouvoir écrire des œuvres littéraires immenses. Aujourd'hui, il peut être considéré comme l'un des plus grands écrivains russes que la littérature n'ait jamais connu. Et c'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de ses œuvres, à vous rapprocher de sa vie, qui est un roman inexploré qu'on a vu aujourd'hui, mais je reste évidemment beaucoup plus en surface que les petits détails qui sont passionnants, qui nécessitent 400, 500 pages de lecture pour pouvoir vraiment comprendre sa vie. Je vous invite à lire la biographie de Virgile Tanaz qui est vraiment remarquable et aussi à commenter, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres auteurs, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire lesquels afin que je puisse préparer là-dessus. Je vais vous faire d'autres épisodes, c'est une nouvelle série que je lance. Donc voilà, je suis très heureux de partager ça avec vous et j'ai passé un excellent moment. Passez à tous une excellente journée.